du coup, nous partager un petit peu, voilà, qui tu es, un petit peu ton parcours, pour que les gens te connaissent mieux et voilà, comprennent. Pas de problème. Alors d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sigrid Trandel. J'ai travaillé dans des grands groupes industriels pendant 25 ans à des postes de commercial. Et j'étais directrice d'enseigne, c'est-à-dire que j'étais responsable d'un groupe de comptes clés qui négociait avec la grande distribution, qui a réputation d'être très difficile en négociation, et c'était le cas. Mais on était très bien formés, donc tout allait bien. J'avais un groupe de 7 comptes clés qui négociaient avec Leclerc, Fnac, Darty dans une ambiance très dynamique. Et puis, à côté de ça, j'étais présidente de 2 associations, très investie j'avais créé le réseau Women de mon entreprise pour favoriser la place des femmes, parce que dans l'industrie, place des femmes dans les postes de direction, il y en a quand même pas beaucoup. Donc voilà, tout allait bien. Un mari, 3 enfants, 2 associations, un service commercial à faire tourner, tout allait bien. Et puis en 2022, coup de semonce, j'ai été diagnostiquée j'ai eu 2 cancers coup sur coup, dont un cancer du sein. Et tout ça, en fait, m'a arrêtée. C'est-à-dire que moi qui étais si dynamique, si dans l'action, quand j'avais un problème, je pleurais un bon coup et puis après, je levais la tête en me disant, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il se passait rien. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à repartir. Et ce qui était le plus terrible, je pense, c'est que je me disais, mais mon cancer du sein a été diagnostiqué très tôt. Donc, la tumeur était petite. Je suis pas passée par la case chimiothérapie. J'ai été opérée pour enlever la tumeur. Et puis ensuite, je suis passée directement par la case radiothérapie. Donc, j'avais l'impression comme je disais à mon oncologue, d'avoir un bébé cancer. Bon, ce à quoi elle m'a rouspété une fois en me disant, arrêtez de dire ça n'existe pas, les bébés cancers. Mais j'avais une espèce de culpabilité à me dire pourquoi je repars pas et pourquoi j'arrive pas à retrouver le dynamisme et l'entrain qui était le mien et qui fait que maintenant que c'est fait, je devrais repartir. Et pourtant, ça m'a pris 1 an et demi vraiment avant de repartir. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'était 1 an et demi la période, donc parce que chronologiquement, en fin de compte, ton cancer du sein, il était parce que tu dis que tu as 2 cancers, donc ça a été diagnostiqué à combien de temps d'écart? Alors là, en 2021, j'étais diagnostiquée d'une maladie du sang, une sorte de cancer du sang. Mais très bizarre, parce que comme certains cancers, moi j'avais rien, j'allais très bien, et tout d'un coup on me dit que tu es malade. Et donc ce premier cancer qui ne nécessitait pas de traitement, que entre guillemets de la surveillance. Du coup, on m'a dit voilà, vous avez une sorte de cancer, mais il va falloir qu'on vous surveille et vous inquiétez pas, c'est une maladie qu'on connaît bien. Mais alors moi, le mot cancer m'avait beaucoup perturbée. Donc ça m'a pendant 1 an, toute l'année 2021, c'était pas top. Et à la fin de l'année 2021, je dis à mon mari, bon, ça y est, j'ai retrouvé la patate, 2021, année toute pourrie, mais tu vas voir, 2022. Et donc, en janvier, il me diagnostiquait un cancer du sein. Donc là, ça m'a replongé dans mes travers et vraiment, je n'ai pas du tout réussi, ou en tout cas, j'ai pas réussi à gérer le truc et je me suis retrouvée complètement comme, je sais pas si ça vous arrive des fois, mais moi, des fois, quand je suis un rendez-vous, je suis pas en forme, machin, j'ai l'impression de me voir de l'extérieur et je me dis, mais, hé, qu'est-ce que tu fais là? Faut y aller, faut y aller. Et bien là, c'était pareil. Je regardais cette personne en me disant, mais, hé, qu'est-ce que tu fais? Faut y aller. Et rien. D'accord. Mais ça, du coup, je veux dire, tu continues à travailler pendant ce temps-là où tu avais été arrêtée? Ah oui, 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 mais attention, moi, je suis très forte. Je suis très forte pour dire que tout va bien. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas dit à mon travail que j'étais malade. Pour 2 raisons. D'abord, je n'arrivais pas à en parler sans pleurer. Donc, j'ai mis 1 an et demi avant de prononcer le mot cancer. Donc, j'arrivais pas à en parler sans pleurer. Donc, mes homologues étaient des hommes, mes patrons étaient des hommes, la plupart de mon équipe. Et puis, même si ça avait été des femmes, je pense que je me voyais pas faire tous les coins de bureau en chouinant. Pour moi, c'était pas possible. Et puis quand j'étais au travail, j'étais pas malade, quoi. Je sortais de tous mes rendez-vous médicaux, de toute cette angoisse. Hop, je mettais ça dans une boîte et j'arrivais à être au boulot, investie avec mes clients. Alors, je dis pas que c'était facile, hein, parce que quand je me retrouvais chez moi, c'était compliqué. Mais j'ai été une très bonne actrice et j'ai réussi à faire face, enfin, en tout cas, à donner le change
pour faire croire que tout allait bien. Et d'ailleurs, quand j'ai dû m'arrêter, parce que pour la radiothérapie, mon oncologue m'a dit, bon, vous devriez vous arrêter quand même parce que vous n'êtes pas en pleine forme. Il voyait ma tronche comme ça. Et quand je me suis arrêtée, j'ai dit à mon équipe, bon ben voilà, la semaine prochaine, je ne serai pas là, je vais devoir m'arrêter pendant quelques semaines parce que je dois avoir un traitement à l'hôpital. Et quand je serai revenue, je serai guérie et tout sera reparti comme avant. Pendant que je ne serai pas là, machin va s'occuper de ça. Nanana, 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 nanana. Des questions? J'étais tous les yeux grands écarquillés. Ben non, il n'y avait pas de questions. Et donc, je suis partie je suis revenue 7 semaines après en leur disant que que tout allait bien, tout était reparti. Sauf qu'à l'intérieur, je n'étais pas du tout repartie et que tous les matins, quand j'allais en vélo au travail, soit je pleurais, soit je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi. Ça n'a vraiment plus de sens. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement du coup à repartir? Parce que tu dis que ça a eu cette période à plat. Qu'est-ce Ouais. qui t'a aidé? Alors moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment, qui ont été vraiment les deux éléments qui m'ont aidé à repartir. La première chose, c'est que j'ai lu le livre de Dominique L'Huillier qui s'appelle Que font 10 millions de salariés malades, quelque chose comme ça, qui est une sociologue, professeure émérite au CNAM et qui est spécialisée dans la sociologie du travail et qui a écrit un bouquin. Je me suis retrouvée avec ce bouquin dans les mains un peu par hasard. Et j'avais pas très envie de le lire. Et puis l'été 2022, je suis partie avec en vacances et sur mon transat, je l'ai dévoré, souligné, corné, recopié sur un. Et mon mari qui me disait, mais tu fais quoi? Tu recopies le livre? Je fais, non, 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 faut pas que j'oublie, il y a des trucs importants. Et dans les trucs importants, en fait, tout ce qu'elle décrivait, tout ce que cette sociologue décrivait sur les gens malades et le rapport au travail, j'avais l'impression qu'elle écrivait sur moi. Donc en fait, ça a déclenché plusieurs choses, c'est-à-dire que elle explique notamment que les gens qui sont malades, ils sont confrontés à une dualité qui est terrible. Cette dualité, c'est euh, euh, ils hésitent à ne pas dire qu'ils sont malades pour pas être stigmatisés, pour pas être classés dans malade égale pas performant égale voilà. Donc ils veulent pas le dire, mais d'un autre côté, on aimerait tellement dire que tout ce qu'on fait pour arriver à être à un niveau normal, ça nous demande une énergie 2 fois plus importante que les autres, que ça nous soulagerait beaucoup. Mais on veut pas, en tout cas, moi, je voulais pas. Et la deuxième chose qu'elle dit et qui est très importante, c'est que les gens qui sont malades, ils sont confrontés à deux choses. La première chose, c'est la peur. D'abord, avec le cancer, peur de mourir, hein, pardon, mais c'est quand même la première chose à laquelle tu penses. Donc, peur de pas y arriver. Quand on parle du travail, donc peur de pas retrouver ses automatismes, peur d'avoir perdu ses compétences, peur que tes collègues te jugent aussi, parce que même si ils sont très compatissants, quand tu es absent depuis longtemps, tu t'absentes au bout d'un moment, ça désorganise quand même le service. Donc, en fait, un salarié qui revient au travail, il a surtout des peurs. Donc ça, et la deuxième chose, c'est la solitude, parce que la maladie, ça isole. Il y a une phrase qu'elle dit et que j'adore, c'est que contrairement à la sororité dans les groupes de femmes, contrairement à différents groupes, et ben la maladie, ça fait pas communauté. C'est-à-dire que quand tu es malade, tu es tout seul et tu vas pas créer des groupes de malades qui vont parler de maladie. C'est pas ça, enfin, ça ne se fait pas et moi je suis pas sûre que si on m'avait proposé, ça m'aurait intéressé. Donc c'est vraiment ce côté la peur et l'isolement qui sont vraiment difficiles. Et l'isolement, moi j'en avais parlé uniquement à ma famille nucléaire, ma famille très proche et mes amis très très proches. Mais même à eux, je disais pas le fond de mes pensées et tout ce que j'allais et tout ce qui me hantait. Et j'ai découvert notamment qu'il y a une chose qui m'a bloquée pendant très longtemps, c'est que quand on traverse ça, en tout cas moi, j'avais beaucoup de mal à gérer mes sentiments. C'est-à-dire que je suis devenue un peu extrasensible, enfin, et j'avais du mal à gérer mes sentiments. Donc, gérer les sentiments des autres, ça avait été impossible. Et par exemple, au début, je voulais pas dire à mes parents que j'allais me faire opérer. Je dis à mon mari, non, 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 je leur dirai une fois que j'aurai été opérée. Mais il me dit, mais ça va pas, tu peux pas ne pas leur dire. Sachant que ma mère était déjà passée par là 3 ans avant. Donc, il me dit, mais enfin, tu peux pas leur dire, tu peux pas leur dire. Et j'ai réussi à mettre des mots 2 ans après, en discutant à la plage avec des amis qui me demandaient et qui me disaient, mais enfin, comment tu pouvais imaginer ne pas leur dire? Je dis, mais comment tu dis à tes parents que tu vas mourir? Comment tu gères leur tristesse qui est normale? J'arrivais déjà pas à gérer la mienne. Donc, ce livre m'a ouvert les yeux.
déjà en me disant: «Ah bah, je suis pas toute seule à penser ça, dis donc. Je suis pas toute seule à vivre ça». Donc ça a été tout un processus d'acceptation et le deuxième point, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire ma démarche, de reconnaissance de travailleurs handicapés. Parce que suite à ces 2 chocs, psychologiques, j'ai quand même quelques conséquences un peu, qui m'embêtent un peu, on va dire. Et donc, comme j'arrivais pas à me relever, moi, je suis dans l'action. Il faut que j'agisse. Donc, je me suis dit: «Bon, je vais m'entourer». Donc, j'ai tout fait. Acupuncteur, psychologue, coach de vie, coach business, ostéopathe, bah, tout. Vraiment pour essayer de trouver des ressources, de l'énergie et cetera. Et je sais plus si c'est ma coach ou ma psy qui un jour me dit: «Mais» c'est ma coach. Parce que, elle me dit: «Mais, vous peut-être, vous pourriez réfléchir à faire, une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés avec ce que vous m'expliquez que vous avez des difficultés à faire». Mais je lui dis: «Mais n'importe quoi, je suis pas en fauteuil, il me manque pas un bras, enfin». Elle me dit: «Oui, mais enfin, c'est pas que ça quand même». Et en fait, quand tu fais une reconnaissance RQTH, tu dois écrire tout ce que la maladie ou le handicap t'empêche de faire dans ta vie quotidienne et dans ta vie, professionnelle, que tu savais que tu faisais avant et que tu as des difficultés à faire. Et quand j'en ai rempli une page entière, je me suis dit: «Ah quand même, c'est pas rien, quoi». Donc en fait, c'est ces 2 choses, mais comme je l'explique, en fait, ça prend du temps. C'est-à-dire, il y a pas un bouton on-off qui fait que tu comprends et c'est reparti. Et donc c'est tout un cheminement qui permet d'accepter. Et puis une fois que tu as accepté que tu étais plus la même qu'avant, et ça, moi, ça a été le plus difficile, accepter que j'étais plus la même personne qu'avant, et que c'était pas grave, c'est-à-dire que j'allais pouvoir faire d'autres choses ou avec une autre conscience ou avec un autre état d'esprit, et que c'était bien aussi, que c'était pas la fin de tout et puis après un truc moins bien, quoi. Et ce que j'avais dit à mon médecin traitant, j'avais dit: «Mais j'ai l'impression que moi le premier, ça a été diagnostiqué à 48 ans, euh, j'ai l'impression que j'ai fait les 50 premières années de ma vie qui étaient youhou, et puis que maintenant, bah, fou, ça va être tout pourri, quoi». Il me dit: «Mais pas du tout, vous allez faire plein de trucs, puis vos enfants grandissent, donc vous allez avoir plus de temps pour vous, et puis vous ferez peut-être des choses plus doucement, mais justement, vous aurez une meilleure conscience de ce que vous serez en train de faire, et vous allez sans doute ralentir, mais ce sera pour faire des choses bien et mieux et différemment». Donc ça a été vraiment, c'est les 2 choses pour répondre à ta question, le livre de Dominique L'Huillier qui m'a beaucoup aidée, et la démarche, RQTH de reconnaissance de travailleurs handicapés qui a été, une étape vraiment importante dans l'acceptation. Et d'ailleurs, j'en fais maintenant des conférences en entreprise où, j'explique aux salariés que la démarche RQTH, ça peut être bien, pas que pour l'entreprise, mais aussi personnellement dans sa propre démarche, individuelle. D'accord. Et ça s'applique à toutes les personnes qui ont eu un cancer ou Non, parce qu'il y a seulement des quand tu personnes sens que tu as il y a eu. des personnes qui ont eu un cancer et qui peuvent avoir eu d'ailleurs un parcours de soins beaucoup plus difficile que moi, et pour autant ne pas avoir de séquelles qui les empêchent de faire quelque chose, dans le travail, si tu veux. Donc c'est pas nécessaire, enfin il y a pas de c'est pas systématique, c'est vraiment, chaque parcours de soins, chaque malade, chaque traitement est unique et avec, son contexte, ses conséquences et son nouveau rythme de vie. C'est pas parce que tu passes par une maladie grave que tu as forcément une RQTH, mais quand tu passes par une maladie grave, il y a un avant et un après, et c'est pas grave. C'est pas, il y a pas un bien, un moins bien. Faut accepter que ce soit différent. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux donner juste, alors moi c'est vraiment par curiosité, mais des petits exemples, toi, de choses qui ont changé, si c'est OK avec toi pour partager ça, qu'on se rende compte voilà, Mmh. ce que ça peut provoquer. Pas tout, mais tu vois, quelques petites choses qui, toi, voilà, t'handicapent aujourd'hui. Alors les choses qui ont changé, il y a des choses qui ont changé en positif comme en négatif. Moi, j'étais une manager hyper communicante et je discutais sur des oui, mais ça, j'ai arrêté de perdre mon temps parce que parfois j'y passais trop de temps. Donc j'ai raccourci le timing, et j'avais un de mes collaborateurs notamment qui était spécialiste de rediscuter 50 fois des trucs, et ça m'était beaucoup plus facile de dire: ah non, attends, ça on en a déjà parlé, je t'ai déjà dit non, tu reviens pas dessus, tu trouves une autre solution, tu proposes autre chose, mais ça c'est non. Donc ça a été j'ai gagné du temps dans les choses qui me semblaient pas efficaces. Après, il a fallu doser aussi, hein, parce qu'il y a des fois, j'étais un peu cash, et il y a des fois, je me disais, ouah, je suis allée un petit peu vite. Parce qu'en fait, quand je suis ressortie de là, je me suis dit, hey, moi, j'ai plus de temps à perdre, hein. J'arrête les trucs qui servent à rien maintenant. Il faut que je serve à quelque chose. Il faut que cette maladie, elle serve à quelque chose. Donc, il a fallu doser, mais en tout cas, j'étais bien plus consciente de ce que je faisais. D'abord, j'ai ralenti. Avant, moi, j'avais 2 vitesses. J'avais vite et très vite.
Donc, si tu veux, et j'étais contente, ça m'allait bien. J'ai coutume de dire que je suis née avec une énergie supérieure aux autres. Donc, c'était super. Et quand des gens me disaient, ah là là, comment tu fais avec toutes tes assos, tes machins, ton boulot, tes 3 enfants, toi moi, je me disais, bah, ça va, quoi. Euh, et en fait, là, ça n'allait plus. C'est-à-dire que j'ai quand même une fatigabilité qui est plus importante qu'avant. Donc, dans ce que j'ai changé, j'ai ralenti, mais moi, l'inactivité m'angoisse. Donc, il a fallu que je trouve un juste milieu en me disant, j'arrête de courir dans tout, enfin, c'est caricatural de courir dans tous les sens, mais je ralentis mon rythme de vie et je fais le tri. Je fais le tri entre les choses qui sont importantes et puis les choses qui sont moins importantes. J'ai arrêté de dire oui à tout. Qu'est-ce qui m'intéresse moi et puis qu'est-ce que… Donc, j'ai ralenti et puis après, je me suis trouvée, j'ai appris à m'écouter. Parce que moi, pendant que j'étais malade, on me disait, oh, prends soin de toi. Et alors, je me disais, mais alors, il faut que je fasse quoi pour prendre soin de moi? Je suis pas particulièrement fan du shopping, du coiffeur, même si je veux pas réduire ça, mais tu vois, je suis pas passionnée de jardinage ou de voyage, de randonnée. Moi, ce qui me passionne, c'est le sujet des femmes dans l'économie, c'est l'économie en elle-même. Bon. Donc, je me suis rendu compte, et puis j'ai beaucoup travaillé avec ma coach aussi, et j'ai accepté le fait que j'adore travailler. Et c'est là où je me réalise, et c'est OK. Mais que du coup, quand je suis avec mon mari ou avec mes enfants, c'est du temps qui doit être utile, enfin, du temps qui doit être de qualité. C'est pas on braille parce que les devoirs sont pas faits ou machin, même si on le fait. Enfin, moi, je continue à le faire. Donc, j'ai ralenti, choisi les activités que je faisais, et après, j'étais obligée de prendre soin de moi au sens euh, énergie. C'est-à-dire que j'ai un niveau d'énergie qui diminue assez vite. Donc, par exemple, avant, pour toutes mes activités de networking, de women in tech, etc., je sortais entre 2 et 3 fois par semaine, le soir, comme j'habite à Paris, et plein de sollicitations, pour aller rencontrer, pour aller… Aujourd'hui, je me limite à 2, et là, en ce moment où je suis un peu plus fatiguée, je me limite à 1, parce que je sais que sinon, je vais être à ramasser la petite cuillère, et que quand je fais des conférences, la CEP, la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, c'est du 17 au 23 novembre. Je fais des conférences, je me déplace en province. Je sais que cette semaine, je suis quasiment pas sortie parce que ce week-end, je fais pas grand-chose parce que je sais qu'il va falloir que je sois en forme la semaine prochaine. Donc, j'ai ajusté mon agenda pour que… Alors après, ma psy m'a dit n'enlevez pas tout, hein, parce que sinon, vous allez dépérir. Donc, mes dîners avec mes copines, je les garde, je garde des choses. Et de la même manière, le midi, j'essaye de limiter à 2 déjeuners à l'extérieur par semaine parce que quand je suis à la maison, mais la sieste de 13 heures quand tu viens juste de finir de manger et que tu as des yeux qui… comme ça, je dors entre alors 10 minutes et 1 heure parce que des fois, je suis vraiment épuisée. Mais j'ouvre les yeux, mais qu'est-ce que ça va mieux, quoi. Donc voilà, c'est un aménagement de ma vie, mais qui s'est fait progressivement. De la même manière, j'habite à côté de la Porte-Maillot. Il y a eu des travaux, mais incessants pendant des années où en voiture, tu peux mettre des heures à passer la Porte-Maillot. Donc depuis longtemps, j'avais pris l'habitude d'aller travailler en vélo, ce qui me prend plus de temps parce que quand il y a des bouchons, je gagne du temps, mais le soir pour rentrer, par exemple, je mettais moins de temps en voiture qu'en vélo. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, OK, je vais faire tous mes trajets en vélo. D'abord parce que tous les oncologues, médecins disent oh, faites du sport, c'est super, faites du sport, c'est super, ça repousse les récidives. Donc, du coup, ça me fait mon sport régulièrement. C'est très écologique parce que moi, comme j'ai 3 enfants, il faut que ça rentre dans une grosse voiture. Elle n'est pas très écologique, ma grosse voiture. Ça me fait gagner du temps. Et en plus, c'est le moment où j'ai mon cerveau qui, comme c'est dangereux quand même le vélo à Paris, j'ai pas d'écouteurs, j'écoute pas de radio, de musique, je téléphone pas, je fais rien, que les mains sur les freins à regarder où je vais. Et du coup, ça me permet de penser à rien. Et quand je m'arrête au feu rouge, parce que du coup, je m'arrête au feu rouge, je suis une des seules, mais je m'arrête. Et ben, j'ai l'esprit qui vagabonde, ou quand c'est pas dangereux, je suis sur une piste cyclable et j'ai l'esprit qui peut. Et du coup, c'est une aération vachement importante. Alors, des fois, je m'arrête et je prends mon téléphone pour noter des trucs parce que j'oublie. Donc, mais voilà, donc l'adaptation, ça a été vraiment de me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'est nécessaire et qu'est-ce que je dois aussi faire pour que, pour que ce soit vivable et sympa. Et pas que je Ouais, sois, quand il y a des séries sympas, bon, quand les séries que mon mari choisit sont pourries, je dors sur le canapé et ça va très bien à tout le monde. Mais quand il y a une série sympa, j'arrive à la regarder jusqu'au bout. ouais. Donc, alors qu'au début, je me collais à 21h02 sur le canapé, à 21h03, je dormais. Donc bon, pas forcément très agréable non plus.
Oui, mais c'est pas mal. Ça t'a fait un chemin aussi. Tu as appris, bah, quelque part ce qui te nourrit et ce qui te vidait, ce qui t'apportait plus d'énergie, ralentir, écouter. C'est marrant parce que c'est tout ce que je propose dans mes accompagnements, donc ça me parle énormément. En tout Ah, cas, du coup, ça a été quoi la prise de conscience pour toi? Parce que tu as eu ce livre et tout, tu as eu un déclic qui t'a poussé du coup à, voilà, à changer de vie? Parce que alors, il y a eu un déclic d'abord parce que dans l'organisation où j'étais avant, il y avait une femme géniale que j'aime beaucoup, qui était directrice marketing et qui un jour est parvenue d'un gros événement. Et j'ai fini par comprendre au bout de 15 jours qu'elle avait fait un burn-out et qu'elle était en épuisement professionnel. Et là, je me suis dit, moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais rentrée de mon arrêt maladie et que je commençais à dépérir. Je commençais à avoir mal au dos, je commençais à pas dormir. Chez moi, le sommeil, c'est très précieux. Je dors bien, il faut que je dorme bien, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et quand j'ai appris qu'elle ne revenait pas et qu'elle était en épuisement professionnel, je me suis dit, toi, ma vieille, si tu fais pas quelque chose, demain, c'est ton tour. Donc là, ça m'a fait un électrochoc. À partir de là, j'ai contacté mon entreprise pour leur dire que voilà, c'était plus possible. Et puis, il fallait absolument que ça serve à quelque chose. Je me rappelle de ma psy qui m'avait dit, il va falloir que vous trouviez la pierre que vous allez mettre à l'édifice pour rendre le monde meilleur. Et là, je lui avais dit, waouh, rien que ça, quoi. Et puis, chemin faisant, avec une de mes coachs, j'ai travaillé sur l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, ça m'a beaucoup éclairé. C'est un concept japonais sur le sens de la vie, mais la vie en général. Et il y a 4 univers dans l'ikigai pour savoir ce que vous voulez faire pour donner du sens à votre vie. Il y a qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, qui n'est pas tout à fait la même chose, qu'est-ce que j'apporte au monde et qu'est-ce que je peux faire pour être payé, c'est-à-dire sur ouais, est-ce que les quelles gens me paieraient, activités voilà, quelle voilà, était, ouais. peut générer du business. Donc, quand j'ai décidé de partir, enfin, un peu avant d'avoir décidé de partir, j'ai réfléchi à ça. Et en fait, ce que je sais faire, moi, c'est que je suis une commerciale née, très bien formée dans des grosses boîtes très carrées. Donc, ce que je sais faire, c'est négocier, c'est préparer, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je sais faire en compétence. Et qu'est-ce que j'aime faire, mais quand je suis sur scène et que je discute ou être là avec vous pour transmettre, j'adore ça. Et l'interaction et répondre. Et puis comme je suis commerciale, généralement, j'arrive pas trop à me faire coincer par des questions ou des choses. Enfin, c'est un exercice dans lequel je suis très à l'aise. Et sur la question de qu'est-ce que j'apporte au monde, j'avais bien repéré que les femmes chefs d'entreprise, parce que quand j'étais présidente de Women at Canon, on avait développé un partenariat avec Force Femmes, qui est une association qui aide les femmes chefs d'entreprise de plus de 45 ans à développer leur business. Donc moi, je faisais du bénévolat de compétences chez Force Femmes depuis longtemps, et j'avais bien vu que le côté vente pour les femmes, c'est pas, il y a se vendre, il y a qu'est-ce que je vends, comment je le fais, mes valeurs, etc. Donc, en fait, j'ai décidé d'utiliser mes compétences commerciales pour les mettre au service des femmes chefs d'entreprise, pour les aider vraiment à acquérir ces automatismes de la vente pour développer leur chiffre d'affaires. Et il y a du potentiel et le marché est prêt à payer pour ça. Parce que, bah, comme toutes les sociétés, si vous n'avez pas de clients, ça commence par là, hein, si vous n'avez pas de clients, vous n'arrivez pas à développer votre entreprise et à devenir pérenne. Donc, le déclic, ça a été de me dire, il faut que je serve à quelque chose, il faut que toute cette expérience, tout ce que j'ai vécu, maintenant, il faut que je sois utile. Et ma façon d'être utile dans ce que je sais faire, c'était voilà, d'aider les femmes chefs d'entreprise. D'accord. Donc maintenant, c'est ton activité, c'est ça. Tu es sortie de l'autre activité et c'est Bisforer, hein, c'est ça Exactement. Donc, ton entreprise. j'ai créé l'entreprise Bisforer il y a un peu plus d'1 an maintenant, où, donc, forte de tout ce que j'avais constaté, en me disant que effectivement, toutes les femmes que je rencontrais, elles me disaient, ah non, non, mais vendre, c'est horrible. Ah, puis à prospecter, trouver des prospects. Ah, pop, 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 pop. Donc, c'était vraiment quelque chose j'aime pas généraliser, mais sur tous les ateliers que je faisais chez Force Femmes, en général, il y avait 10 femmes chefs d'entreprise qui étaient déjà en activité, qui avaient déjà des clients, etc. Et moi, je suis avec Force Femmes sur les promotions de femmes qui ont entre 2 et 5 ans d'activité et qui veulent passer à l'échelle. 90%, donc 9 femmes sur 10, quand je leur demandais ce que ça leur évoquait pour elles la vente, me disaient oh, c'est horrible. Quand on vous dit c'est trop cher, qu'est-ce que vous faites? Ben, je baisse mon tarif, d'accord. Donc 90% étaient très mal à l'aise avec l'idée de vendre et 50% baissaient leur prix à la première remarque sur leur tarif. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Et deux, bah, il y a du potentiel parce que ces femmes, ça fait partie de leurs enjeux
Alors souvent, elles pensent à faire de la communication, aller sur LinkedIn, c'est super. Mais une fois que vous avez acquis vos clients, si vous savez pas vos prospects, si vous savez pas les transformer, bah, vos clients, ça marche pas. Donc, j'ai créé Biz for Her justement pour aider les femmes. Moi, ma conviction, c'est que la liberté des femmes, elle passe par leur émancipation économique et financière. Et aujourd'hui, dans la société française, on est encore toutes très imprégnées des croyances limitantes qui viennent de notre héritage culturel, qui fait que pour les femmes, parler d'argent, c'est pas élégant, c'est pas, etc. Et on l'a fort intégré, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les femmes chefs d'entreprise, quand il s'agit d'annoncer, de poser un tarif, de l'annoncer, de le défendre et de signer des deals, eh ben, c'est très compliqué. Donc moi, je les prépare, je les entraîne surtout, avec des méthodes de vente qui sont, je leur dis, les rayures du zèbre, je vous prends comme vous êtes, je vous donne les méthodes, je fais qu'elles soient les vôtres et je vous entraîne pour qu'ensuite vous puissiez développer votre business sereinement. Parce que l'idée, c'est aussi de ne pas le faire contre ses valeurs. Et cette idée d'être aligné avec ma valeur à moi en tant que personne, la valeur de ma prestation, qui n'est pas la même chose, et puis la valeur vente. Si vous n'êtes pas aligné avec le fait que vendre, c'est OK, vous allez rencontrer des prospects à qui vous allez expliquer que votre service va être génial pour eux et que vous allez lui rendre service, et bien votre posture, elle n'est pas la même du tout. Donc, c'est en ça que c'est un processus qui peut être long. C'est beaucoup une question de posture. Et j'ai d'ailleurs déposé une méthode de vente qui s'appelle la méthode de vente alignée. Je dis bien ce que ça veut dire, c'est que si tout ça n'est pas aligné, si à un moment ça coince, ça aura du mal à fonctionner de façon pérenne. Bien sûr. Alors, j'allais dire, ça me parle complètement parce que je suis entourée de femmes et d'autant plus dans le soin, tu vois, comme moi, quand j'ai eu l'habitude de travailler dans le social, à l'hôpital, on n'a pas l'habitude d'être payé pour les services, donc tu as quelque chose de, voilà, tu fais du social, tu fais du gratuit, et c'est vrai que ça a été pour moi un long chemin, et je sais que beaucoup, beaucoup d'amis et de femmes passent par là, parce que c'est compliqué, très compliqué. Et du coup, au-delà de ce que tu apportes vraiment aux femmes, qu'est-ce que toi, l'aventure entrepreneuriale, ça t'a apporté personnellement? Alors moi, l'aventure entrepreneuriale, ça m'a appris à ralentir. Parce qu'alors au début, j'étais comme une pile. Moi, dans mon job d'avant, quand j'avais besoin de parler au patron de l'acheteur de chez Carrefour, de Fnac ou de chez Leclerc, je décrochais mon téléphone. Bon, alors quand ils étaient un peu très très occupés, ils mettaient peut-être plusieurs jours ou une semaine à me rappeler. Mais c'était facile. Enfin, je veux dire, mes clients, ils étaient pas. Les clients, ils étaient permanents. C'est-à-dire, Carrefour, je travaillais avec lui tout le temps. Leclerc, je travaillais avec eux tout le temps. Là, pas pareil déjà. La prospection, c'est pareil. C'est pas un exercice facile. Donc là, j'ai dû me former moi-même à la prospection pour que ce soit efficace. Et puis ralentir parce que le timing de mes clients, c'est pas mon timing à moi, quoi. Enfin, plutôt, mon timing à moi n'est pas le timing de mes clients. Et que moi, j'étais hyper impatiente. Et puis, j'avais dit à ma psy, je crois que j'ai un problème avec l'argent. Elle me dit, c'est-à-dire, ben en fait, si ma boîte, elle marche pas, mes enfants vont se retrouver à la rue, on n'aura plus de maison. Elle m'a dit, mais vous comptez vous installer en Ouzbékistan? Non, pourquoi? Parce que vous êtes en France, ça n'arrivera pas. Et vu l'énergie que vous avez l'air d'y mettre, je pense que ça devrait marcher. Ah bon, vous croyez? Donc pour moi, c'était une vraie pression. En plus, j'avais le plus gros salaire du foyer. Ben voilà, je me disais, est-ce que je fais bien? Est-ce qu'on va devoir planter des tomates dans le jardin pour subvenir à nos besoins, en gros? Donc, c'était un peu compliqué, mais j'ai été très bien entourée avec des coachs, avec des amies entrepreneuses qui m'ont aussi beaucoup rassurée. Plutôt que de m'aider, elles m'ont rassurée en me disant, mais t'inquiète, ça va venir, ou qui m'ont challengé sur mes décisions, ou qui m'ont, en tout cas, qui m'ont entouré pour permettre de. Et puis c'était tout. C'était le vélo qui m'obligeait aussi à ralentir. Parce qu'avant, dans ma vie d'avant, j'étais dans ma voiture. Dès que je montais dans ma voiture, hop, je me branchais sur mon téléphone où j'appelais un client, un collègue, ma sœur, enfin, comme beaucoup de monde, je pense, hein. Donc, en fait, ça ne s'arrêtait jamais, tout ça. Et là, ça m'a obligé, cette aventure entrepreneuriale, elle m'a obligée à ralentir, mais qui est dans tout le process que j'expliquais tout à l'heure aussi avec la maladie. Tout ça, c'est fait ensemble. Puisque j'ai commencé à aller travailler en vélo, j'étais encore dans mon ancienne boîte. Donc déjà, j'avais identifié le fait que là, il fallait que je ralentisse, sinon la cocotte minute, elle allait exploser.
Et puis, le fameux prends soin de toi, où c'est toujours quand même très dubitatif sur le prends soin de toi, mais où là, c'était plus prends soin de toi à la fois physiquement et à la fois mentalement. C'est-à-dire que moi, ça fait par exemple 30 ans que je courais 1 heure tous les dimanches matins, quand t'es compétitrice, machin. Et là, j'ai dit à ma micronutritionniste, je lui dis, mais j'y arrive plus, quoi. Le dimanche matin, à l'idée d'aller courir, je me dis, oh, quel enfer. Et elle me dit, mais vous allez pas arrêter de vous faire du mal? Pourquoi vous faites ça? Je dis, parce que si je cours pas, j'ai des problèmes intestinaux, je veux continuer à manger sympa sans devenir énorme, donc c'est important, hein. Elle me dit, OK, mais alors d'abord, le jogging, c'est très mauvais pour les articulations. Donc, vous allez marcher une demi-heure 2 fois par semaine. Vous aurez les mêmes bienfaits pour tout ce qui est du transit, pour tout ce qui est de votre corps. Et en plus, comme c'est en ligne droite, parce que j'avais très mal au dos, comme c'est en ligne droite, votre dos, ça ira, etc. Bon, comme je suis un peu, je veux toujours plus, je marche 45 minutes à 1 heure chaque mercredi matin et chaque dimanche matin. J'y vais avec plaisir parce que marcher, c'est pas épuisant. Et puis, c'est aussi des moments où j'ai l'esprit qui vagabonde. Et quand je reviens de marcher, je suis bien. Et Donc, en fait, ça m'a appris à m'écouter moi et puis à écouter aussi un peu les autres. C'est-à-dire que j'ai accompagné une femme qui vendait des accompagnements assez particuliers et c'est là où j'ai appris, en fait, moi, hyper motivée, commerciale, j'avais tendance un peu à présupposer ce que voulaient les autres, mais non, c'est-à-dire que ça m'a appris à encore plus écouter le client qu'avant, parce qu'avant, les Carrefour, les Leclerc, je les connaissais par cœur. Donc, hop, hop, on va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Or là, la plupart de mes clients sont sur des secteurs d'activité que je connais pas forcément. Et puis avec des histoires que je connais pas forcément. Donc, d'aller moins vite, encore une fois, c'est une question de ralentir et d'écouter. Ça m'a beaucoup, enfin, ça m'a beaucoup appris sur ce sujet-là. Et, euh, et c'est ce que d'ailleurs j'apprends à mes clientes, c'est que, enfin, je transmets à mes clientes, c'est de dire que de laisser parler votre interlocuteur, vous apprendrez bien plus de choses que si vous voulez absolument le convaincre que votre produit, c'est le produit qu'il lui faut. Donc, ouais, c'est ces deux éléments-là, ralentir et écouter. Ouais. Enfin, s'écouter et puis écouter les autres. Ouais, écouter les autres. Ouais, je suis complètement pour le coup alignée avec tout ce que tu dis parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment aussi ce que j'enseigne, mais pour la santé, tu vois, pareil, ralentir, écouter. La notion de plaisir aussi, tu sais, quand tu me disais tout à l'heure, moi c'est pareil, j'ai tellement de femmes qui font des choses qui leur font pas plaisir. Et quand tu associes, que ce soit la nutrition, le mouvement, le reste avec du plaisir, bah, ça prend une autre dimension. Et les bienfaits pour ton corps, ils sont autant plus, j'allais dire, décuplés quand tu associes ça avec du plaisir. Donc voilà, complètement. Oui, puis aussi, moi, j'ai appris à être égoïste, en fait, parce que ça me fait penser à ça. Moi, je suis heureuse quand les gens sont heureux. Bon, autant dire que par les temps qui courent actuellement, compliqué. Mais donc, j'avais toujours à cœur que, notamment au sein de ma famille, tout soit cohérent, harmonieux, gna, 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 gna. Et quand je suis allée voir donc, ma micronutritionniste parce que j'avais très mal au dos, au rein, machin, bidule, on m'avait conseillé de m'occuper de mon intérieur, que ça irait mieux à l'extérieur. OK, donc j'y suis allée. Et elle m'explique que je mangeais beaucoup trop de produits transformés, enfin, je pense assez classique. Et donc, elle m'explique comment faire pour manger mieux, etc. Et là, je lui dis, oh là là, il va falloir que je me convainque mes 3 ados à la maison, plus mon mari, qui sont les rois des pâtes et des pizzas, là, ça va pas être simple. Et elle me dit, mais arrêtez, faites-le pour vous. Vous cuisinez vos trucs à vous. S'ils en veulent, vous en faites assez. Et puis, s'ils en veulent pas, bah, ça vous fera des repas pour 2 jours plus tard, ou vous le congélerez. Mais assez. Déjà, vous allez prendre soin de vous. Donc, vous allez faire à manger, vous leur proposez. S'ils veulent pas, ils se font une plâtrée de pâtes en plus. Mais commencez par vous. Et puis après, ils y viendront. Soyez pas trop exigeante et juste commencez par des petits pas qui vont à vous qui vont pour vous être bénéfiques. Donc, ça m'a aussi appris à, quand je disais tout à l'heure, dire non, et puis être moins exigeante. Voilà. Bon, je vais pas mettre toute la famille, apprendre à toute la famille à manger bien d'un coup, mais petit à petit, voilà, mon gratin de brocoli, c'est bon, maintenant il est acquis. Bon, alors je mets des lardons dedans et 2, 3 trucs pour qu'il soit plus relais, mais ça s'est passé. Donc voilà, et elle a eu raison, parce que plutôt que de vouloir tout de suite, c'est épuisant, et puis vous n'y arrivez pas. Donc la théorie des petits pas, elle est bien aussi. Ouais. Ah bah oui, c'est pareil. C'est aussi celle que j'enseigne parce que
Comme moi, de mon expérience, j'ai vu que de toute façon, quand tu fais des gros changements d'un coup, ça marche pas, il faut mieux. Et puis, comme tu dis, ça a été toi aussi un chemin progressif. Chacun trouvait ce qui va pas, mais effectivement, voilà. Y aller par petites doses. Des fois, on veut toujours, on dit, voilà, c'est comme on dit, on fait pas un marathon en une journée. Il faut le temps, il faut s'entraîner, il faut des plages de repos pour vraiment arriver à son but à la fin. Et c'est un petit peu pareil avec tout le reste, avec la santé, avec… Oui, et puis ce que tu disais aussi, c'est que il faut du plaisir. Enfin, j'ai bien aimé quand tu disais ça parce que si c'est que de la contrainte et si c'est que difficile et si c'est que bah non quoi, on n'y arrive pas et puis on se décourage et au bout d'un moment on arrête. Donc c'est aussi important cette notion. C'est pour ça que notamment c'était ma psy qui m'avait dit quand je lui avais dit bon je vais ralentir plein de trucs parce qu'il faut que je protège mon énergie. Elle m'a dit attendez, n'arrêtez pas tout. C'est-à-dire, faut aussi, c'est pas une punition. Ah, je suis malade, donc je suis fatiguée, donc je fais plus rien. En plus, me connaissant, alors, hein, c'est la spirale infernale qui fait que je finis sous ma couette dans le noir, pas en forme, quoi. Donc, c'est aussi important de choisir dans ce qu'on garde et de choisir de manière un peu égoïste parfois. Et moi, maintenant, quand mes enfants veulent aller voir avec mon mari un super film sur les super-héros, bah, j'ai pas de souci à leur dire non, ça me plaît pas, je vais rester à la maison, ou je vais voir un autre film, ou mais dans mon monde d'avant, c'était pas possible, quoi. Donc c'est voilà. Et puis ça se fait tranquille, hein. Ouais. Y a pas de souci Et ça, particulier j'ai par rapport. l'impression que c'est quand même un problème aussi, comme moi, que je rencontre, qui est assez féminin. C'est-à-dire, quoi, je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression que les femmes ont un peu plus, on a ce sentiment de vouloir tout harmonieux, des fois de sacrifice, où Ouais. on va faire passer les autres avant nous, la famille. Et moi, je Eh oui. vois accompagner des hommes, genre mon mari, ils se posent moins de questions, des fois, j'ai l'impression. Bon, voilà, ils font leur truc, ça match pas, mais voilà, il y a moins tout ce mental que nous, on va mettre, qui est quand même assez féminin. Alors oui, il y a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire qu'ils se posent moins de questions, ils foncent, parce on leur a pas appris aussi à être dans le care, à prendre soin des autres, parce que nous, c'est naturel, comme on donne la vie, eh bien, on doit s'occuper de tout le monde. Bah non, il n'y a pas de causalité, sauf qu'on est encore très construit de cette manière genrée, où les attendus pour les femmes sont encore très, donc prendre soin de sa famille, même si ça évolue, hein, mais c'est encore très long. Et puis à l'inverse, le pendant de ça, c'est que du coup, les hommes, on leur a jamais appris à exprimer leurs émotions. Un garçon, ça pleure pas. Il y a encore ces injonctions pour les hommes qui font que bah, du coup, ils ont aussi du mal à demander de l'aide, hein. C'est-à-dire que Ouais. quand moi j'interroge ma psy ou quand j'interroge les coachs ou la plupart du temps, ils ou elles ont une clientèle ou patientèle très très féminine. Et moi je le vois quand des fois je fais certains salons sur l'entrepreneuriat. Donc il n'y a pas fille ou il n'y a pas de femme ou d'homme. Et là j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps avec la CCI du Val-de-Marne. J'avais juste marqué Biz for Her, améliorer votre efficacité commerciale. Un truc tout neutre. J'ai plein de gens qui sont venus me voir, d'entrepreneurs, parce que c'est un professionnel, plein d'entrepreneurs qui sont venus me voir. Euh, Ceux qui sont venus me voir, moi je suis allée voir que des femmes, mais ceux qui sont venus me voir, c'était assez partagé entre les hommes et les femmes. Les hommes, quand j'expliquais, alors je disais pas que j'étais que sur l'entrepreneuriat féminin, je disais que l'efficacité commerciale, comment s'exprimer de façon impactante auprès de son prospect pour qu'il se dise ah je veux que ça m'arrive, ce qu'elle me promet et que ce soit elle qui le fasse. Les hommes me disaient ouais ouais c'est important le commercial, ouais c'est important le commercial, et les femmes me disaient ah ouais qu'est-ce que c'est dur, j'aurais bien besoin d'aide. Donc il y a aussi cette posture pour les hommes qui fait que bah, c'est compliqué d'arriver à demander de l'aide. Et moi j'ai 2 clients hommes, j'en ai quand même, hein, je ne les refuse pas. Autant les femmes me disent je suis nulle, j'ai besoin d'aide. En gros la plupart me disent ça. Autant les hommes me disent pas ça. Les hommes me disent ah ouais j'aimerais bien avoir quelqu'un pour en discuter et voir ma stratégie commerciale et voir comment trouver plus de clients. Donc c'est quand même assez symptomatique et encore très présent ce côté les hommes qui n'expriment pas trop leurs sentiments, qui sont vraiment, mais qui à côté de ça osent et se posent pas de questions. Et à côté de ça, des femmes qui sont un peu plus soumises aux injonctions, enfin soumises à leurs injonctions, aux injonctions qui les concernent elles, donc de prendre soin, de s'occuper de tout le monde. Et moi, je l'avais très bien intégré. Et j'avais une de mes collègues qui me disait, et je me le répète encore très souvent, quand je suis sur une présentation PowerPoint et que je sais très bien que si le L n'est pas de la même couleur que l'autre, bien, c'est bien. Et ça, pour nous, parfois, c'est dur. Ouais. Et moi, j'apprends aussi. Je dis toujours, mieux vaut fait imparfait que pas fait du tout.
C'est vrai qu'on exactement. a tendance à toujours vouloir la perfection et du coup, bah, c'est ce qui mène souvent, moi j'ai beaucoup d'amis, à la procrastination. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, dans le reste, le fait de toujours vouloir trop bien faire en amont et avec l'entrepreneuriat, moi en tout cas, c'est ce que ça m'a appris, c'est faut, Ouais. tu vois, des fois agir. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu fonces, tu y Ouais. vas, tu réajusteras et voilà. Et puis ça Donc, enclenche. oui, bien sûr, ça permet de bouger. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as fini de... Voilà, si on a vu un peu tous les sujets. Je voulais laisser de la place pour les questions pour les femmes. Quoi, je ne sais pas si Sigrid, toi, tu as autre chose à nous Non, non, mais partager ou après si on a fait un peu le tour. que ce soit sur l'entrepreneuriat au féminin ou sur la partie maladie, moi, je suis prête à répondre aux questions que vous pourriez avoir, mesdames. Alors, Alors, est-ce qu'il y a moi, des c'est pas une questions? question, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis retrouvée sur le fait justement d'être hyperactive, de vouloir faire plein de choses, de savoir s'écouter, de s'arrêter, parce que moi, j'ai eu un autre parcours où justement j'ai eu pas mal de chimiothérapie, radiothérapie, opération, et j'étais obligée de m'arrêter au final. Et ça a été très violent de s'arrêter du jour au lendemain, alors que, bah, pareil, je travaille dans le commerce, j'étais hyper active. Donc ça a été très compliqué et et le poids de l'injonction, que ce soit, de la famille, des amis, du conjoint aussi. C'est toujours: «Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre? Qu'est-ce que tu vas faire de ta maladie? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard?» Alors que des fois, j'avais juste envie, bah, de vivre aussi mon moment maladie et puis de pas forcément, avoir des attentes sur moi. Mmh. Et et sur l'isolement, j'étais pas forcément d'accord parce que justement, moi, j'ai rencontré plein de personnes incroyables pendant mon parcours de soins, des personnes, auxquelles j'aurais peut-être jamais adressé la parole et j'ai trouvé des groupes, je suis allée dans différentes associations, je suis allée témoigner dans le cadre du cancer du sein et je me suis rendue compte que j'avais aussi, moi, beaucoup de barrières. Mmh. Et ça a élargi, mon esprit, ça a ouvert plein de choses en moi finalement. Donc je me suis pas sentie isolée du tout. Mmh. Mais ça, c'est moi, hein. Moi, je l'ai dit, j'en ai parlé à personne au travail. Je voulais pas qu'il le sache. J'en ai juste parlé à mon patron en lui disant, si je disparais, sache que c'est pour ça Mmh. et que peut-être sur un rendez-vous, je pourrais pas y aller. Je te demanderais d'y aller à ma place. Je te le dis à toi, mais à personne d'autre. Donc, c'est moi aussi qui me suis isolée, hein. Et pourtant, j'avais plein de femmes autour de moi, parce que quand j'ai commencé à en parler, j'étais effarée de voir tout le monde me disait, ah bah oui, j'ai une sœur, une mère, une voisine. Enfin, tout le monde connaît une femme qui a été touchée par un cancer du sein ou autre cancer. Et en fait, c'est moi qui me suis aussi beaucoup renfermée. Et ce qu'explique Dominique L'Huillier, c'est que euh, même si tu rencontres plein de gens, et c'est super de rencontrer plein de gens, cette peur, elle est quand même très intime et elle est quand même très, encore une fois, personnelle. Tout le monde ne la ressent peut-être pas avec la même intensité, mais c'est quelque chose qui est difficile à partager. Et quand je témoigne sur ma situation, c'est vraiment ma réaction à moi qui a Mmh. été de me refermer complètement. Donc, Alors en effet, et je trouve que rencontrer des femmes qui ont vécu la même chose, mmh, au final, ça m'a fait énormément de bien. ouais, J'ai mis du temps. Elles sont toutes venues me chercher par la Manche ou voilà. Et il y a un nouveau terme que j'ai découvert qui s'appelle la pair-aidance, Pair-aidance, et en fait, c'est la notion d'avoir, par son expérience, traversé la même chose. Ça devient très fluide de communiquer avec quelqu'un. Et moi, j'avais l'impression, avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Et moi, j'avais l'impression que le vocabulaire français n'était pas assez riche pour que je puisse expliquer à quel point cette maladie m'avait terre et pourquoi. Et du coup, rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu la même chose, mais qu'est-ce que ouais, c'était soulageant, ça existe, mais ça me soulageait parce que du coup, j'avais pas à réexpliquer à quel point c'était dur. ouais, on se Donc, comprend en fait. ouais, exactement. Mmh, et seules les personnes qui ont vécu ce que l'on vit peuvent nous comprendre. Enfin moi, c'est mon ressenti à certains moments. Hum,
Ouais. Et seuls peuvent nous comprendre. Et puis après, tout le monde ne vit pas avec la même intensité chaque période non plus. Donc c'est ça qui est très perturbant avec toutes ces maladies. Et quelle que soit la maladie, c'est que tout le monde ne va pas vivre l'annonce, la vallée du deuil avec la colère, le déni, je remonte la pente. Voilà, il y a des femmes que j'ai rencontrées qui ont été dans la période de déni et de colère pendant une journée, qui ont pleuré toutes les larmes de leur corps et qui le lendemain, j'en ai une en tête, qui dès le lendemain était sur le pied de guerre en disant, bon, allez, c'est quoi les traitements, comment on y va? Mm. Bon, ça me paraissait une héroïne. Donc, chacun fait avec ce qu'elle a, quoi, avec ce qu'il a. Qu'est-ce que vous avez des questions? Que ça soit voilà, sur la maladie, sur l'association Bis4Her, sur les femmes et voilà, la peur de l'argent, tout ce qu'a dit Ouais. Sigrid ou pas? Bis4Her, c'est une entreprise commerciale, c'est pas une association. Oui, oui. Mais Ce que tu fais pour aussi répondre avec une aussi à ce que association. tu disais, Delphine, tout à l'heure, quand tu disais tout le monde me demande ce que je vais faire de tout ça, de mon temps. Alors, un, tu n'as peut-être pas envie de faire un truc de ton temps. Et deux, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'associatif, justement. J'ai beaucoup travaillé pour des assos quand j'ai arrêté mon travail de salarié. J'ai pris un peu de temps et j'ai beaucoup travaillé pour des assos parce que, et Dominique Lhuillier l'explique aussi très bien, c'est qu'en fait, quand tu retournes au travail, ben, tu as peur de pas forcément être au niveau ou tu n'as pas envie d'y retourner. Et on est en Et parce que, décalage aussi par rapport au monde du travail. Enfin, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens un petit peu en décalage. ah ben oui, ouais. Et je, Il y a et ce- je sais que si je remets le pied dans l'entreprise, pareil, on va me demander d'être de nouveau très performante. Et je vais devoir l'être aussi parce que je veux pas qu'on me traite en malade ou Hum, se dire aujourd'hui, oui, elle a pas fait ses ventes, mais c'est normal, elle est pas en forme. Nanana. Et je veux pas que ce soit une excuse, en fait, non hum. plus. Mais c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Et il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a le côté, ce que Dominique Lully appelle la déliaison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es malade et tu quittes ton emploi, quand tu es en arrêt, tu vas avoir une déliaison, c'est-à-dire que le fil va s'éloigner. Parce que Mm. quand tu es concentré sur ton parcours médical, ton parcours hospitalier ou paramédical, parce qu'on a toutes des ostéos, enfin c'est pas que l'hôpital, il y a tout ce qu'il y a autour, plus ton agenda personnel quand même, parce que tu restes avec un agenda personnel. Et du coup, cette déliaison fait qu'on s'éloigne. C'est comme si on était sur deux rives très, très éloignées. Et le travail de reliaison, mais il se fait pas tout seul. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es revenu. Alors les gens se disent, ah, super, elle est revenue, c'est génial, on est contente. Et en général, ils sont très contents de te voir revenir pour des raisons humaines et pour des raisons d'organisation, mais ils sont très contents. Mais très vite, ils oublient pourquoi tu es parti. Et très vite, tu es revenu, donc roule la poule. Donc c'est vrai qu'il y a des dispositifs de mi-temps thérapeutique ou de temps thérapeutique qui sont faits pour ça, faits pour... parce que moi, j'ai vu une femme dans mon ancienne entreprise qui a été arrêtée pendant 2 ans et demi pour un cancer du sein très compliqué. Et quand elle est rentrée, je l'ai au téléphone, elle me dit, c'est génial, je reviens à 100%. Et je lui dis, mais si, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse, j'en ai tellement besoin. Sauf que la médecine du travail lui a dit, mais hors de question, vous allez revenir à 50%, et puis après, on verra comment ça se passe. Elle l'a très mal vécu, sauf qu'elle s'est très vite rendue compte que déjà 50% en termes de rythme, de vie, d'attendu, de retrouver ses automatismes, c'était déjà bien. C'était déjà bien. Donc, ce travail de reliaison, il est long, et il mérite d'être bien mis en place entre le manager, l'entreprise, le salarié pour que ce soit pas super, une tape dans le dos, on est ravi, un bouquet de fleurs, un petit déj avec des croissants et c'est reparti comme avant. Bah non, c'est pas reparti comme avant et ça va prendre du temps. Ça ne veut pas dire que tu seras pas performante, ça ne veut pas dire que tu vas pas retrouver ton et reprendre du plaisir à travailler, mais on y va doucement, quoi. On y va doucement. Et c'est là aussi où c'est important ce que tu as dit tout à l'heure, c'est d'accepter de ne plus être la même personne parce que sur Ah, le coup, tu peux tout à fait te dire, allez, c'est bon, je reprends à 100%, je suis prête. Et comme une avant. fois que tu es relancé dans la machine, prendre conscience que non, ça, c'est Mm, plus possible, c'était avant et que le cheminement va être un peu plus long aussi pour le travail. mm. Et pas que pour le corps, c'est-à-dire c'est pas qu'une question d'énergie, c'était une question, il y avait des trucs que je supportais plus, des décisions du siège central européen qui avaient ni queue ni tête et où je devais moi aller expliquer à mon équipe que si ça allait bien se passer et que eux me faisaient les mêmes réflexions de ça n'a ni queue ni tête. Oui, mais bon c'est comme ça. Mais ça
c'était plus, j'avais l'impression que ça m'écrasait complètement. Mais tout le monde n'a pas cette réaction. C'est-à-dire que moi, j'ai pas réussi à bien gérer le truc. L'entreprise a vraiment eu à cœur de me croire en disant c'est super, tout va bien pour elle, elle nous dit que c'est génial, etc. Et quand j'ai commencé à leur dire non, mais finalement, je voudrais bien faire autre chose, bah, ils se sont dit, mais non, mais ils m'ont dit, mais non, mais t'es super. Et qu'au bout d'un moment, moi, j'ai jamais réussi à rejoindre la rive. Il Ouais, bien sûr. faut en être conscient. Et du coup, tu es partie sur la base d'une rupture conventionnelle, un licenciement, une démission? On a trouvé un arrangement qui a fait que j'ai pu partir et prendre le temps de réfléchir à ma situation pour repartir dans de bonnes conditions. Mais ça a été long. Et puis surtout, j'étais à ça de l'épuisement professionnel, vraiment. Donc, ça se discute avec ton entreprise. Après, si tu arrives à bien discuter avec le médecin du travail ou l'assistante sociale, la RH, le manager, ça se fait. J'ai plein d'exemples où les gens reviennent dans de bonnes conditions parce que la difficulté des gens qui sont touchés par la maladie, comme des gens qui sont handicapés, c'est que l'employabilité, elle devient plus compliquée. Ouais. Et moi, j'ai pris un peu de temps pour me remettre psychologiquement de tout ça, mais lancer sa boîte ou changer de job quand tu reviens de cette épreuve, faut de l'énergie, quoi. Hein. Donc, le préparer avant de revenir, c'est fondamental et ça peut très bien se passer. Et encore une fois, j'ai plein d'exemples où ça s'est bien passé. Il faut que la société au sens entreprise, soit disposée à avoir ces discussions, soit consciente du fait. Enfin, voilà. Mais en général, les RH, c'est quand même quelque chose auquel ils sont habitués, qu'ils ont déjà vécu, d'avoir des gens qui traversent ces maladies. Donc, le mettre sur la table, en discuter avec eux et avec toutes les parties prenantes, manager, RH, assistante sociale, médecine du travail, enfin voilà, en fonction de l'organisation de l'entreprise. Il y a des choses à faire et moi, en premier lieu, je chercherai vraiment à organiser au mieux le retour. Alors, tout le monde va me dire, normalement, c'est à l'entreprise de le faire. Oui, Non, pas mais forcément. c'est pas forcément souvent le cas. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le… J'ai une petite question, Sigrid. D'abord, je voudrais te remercier pour ce témoignage qui me parle beaucoup. Il y a vraiment plein de choses que tu as dites. Je me suis retrouvée dans cette situation. J'ai eu aussi un cancer en 2018 et moi, j'avais 50 ans. Donc, un peu comme toi, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, j'ai vécu Bon, j'ai quand même eu la chance de vivre les 50 plus belles années de ma vie. Et là, maintenant, ça y est, je suis passée de l'autre côté de la montagne. Donc, je suis montée, montée, montée. Puis alors maintenant, je vais descendre, descendre, descendre. C'est horrible, etc. Donc, j'ai vraiment la conscience, oui, qu'il y avait un avant et que maintenant, il y a un après. Donc, il faut effectivement l'accepter parce qu'après la maladie, ben, comme tu dis, on a quand même, puis on vieillit, hein, il y a la maladie, puis il y a le fait qu'après, tu prends de l'âge, et puis nous, les femmes, ben, il y a la ménopause, voilà, ça se dégrade, et du coup, plus de fatigue, plus ouais, de problèmes différents, de mémoire, de choses comme ça. Donc, je me demandais, toi, tu disais que tu avais eu, donc, à la suite de ces deux cancers, un moment difficile pour sortir de là. Je me demandais si tu étais passé par de la dépression, toi. Et Oui, si c'était le cas, comment toi tu avais fait face à cette dépression et comment tu l'avais traitée? Moi, personnellement, suite à mon traitement du cancer, donc j'ai été, je dirais, plongée dans cet état de ménopause, voilà, préparation à la ménopause. Et du coup, j'ai eu des grosses périodes dépressives. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour l'accepter parce que je ne suis pas du tout comme ça.
Avant, j'étais pas du tout comme ça, toujours quelqu'un de très positif. Au contraire, c'est plutôt moi qui rassurais mes amis angoissés, etc. Et donc là, je me suis dit, mais non, c'est pas ça, jusqu'à ce que, voilà, les docteurs, bon, ça a duré quand même pendant, je me suis observée pendant 2 ans, j'ai essayé, moi, plein de choses, comme la méditation, les massages, le sport, évidemment, moi je suis une grande sportive. Donc la marche, tu parlais de la marche, moi ça m'a fait effectivement beaucoup de bien de pouvoir marcher. Parce qu'à l'époque, j'étais une grande sportive et je suis passée à ne plus pouvoir courir, quoi. Dès que je commençais à amorcer 2 pas, je me disais, ah non, mais je peux pas là, mais je ne peux plus courir, il faut que je marche. Donc, et du coup, je voulais savoir si toi, tu avais, voilà, t'avais dû avoir recours aussi à des médicaments, si tu avais réussi avec d'autres solutions de te sortir de cet état un peu dépressif suite à la maladie et peut-être à la limite aussi du burn-out. Hmm. Alors, moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce qui m'arrivait et j'ai mis longtemps aussi à mettre des mots sur cette période. Et effectivement, entre le moment où je suis rentrée de mon arrêt maladie, je suis retournée au travail et le moment où je suis partie, me suis, je pense, lentement enfoncée dans une sorte de dépression. Alors, je saurais pas le graduer. Je sais pas si c'est une dépression grave, moyenne, petite, je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je suis allée voir une psy. Moi, j'avais jamais eu besoin de psy parce que, un, tout allait bien, j'étais quand même assez gâtée par la vie. Et deux, j'ai ce que j'appelle mon conseil d'administration à moi, c'est-à-dire mes 4 meilleurs amis avec qui on se fait des dîners au champagne très régulièrement, où on parle de nous, de nos maris, de nos enfants, de notre travail, voilà. Et ce qui nous permet de vider tout ce qu'on a sur le cœur, de nous aider, enfin, un truc très classique mais très efficace. Et là, je sentais bien que c'était plus profond que ça et j'arriverais pas à en parler à mes copines. Donc, ma coach m'a conseillé de faire appel à une psy que j'ai rencontrée en 2000. C'était quand? C'était avant que je parte. Hein, ouais, c'était courant 2023. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec cette psy. Je me dis que ça ne devait pas être une dépression si profonde que ça parce que entre ça, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait beaucoup de médecine douce. Euh, qui peut-être sans doute aussi ont contribué à me rééquilibrer, je ne sais pas. Mais moi, je pense que pour avoir vu un de mes amis faire une dépression, vraiment une grosse dépression, passer par une phase médicamenteuse qui rééquilibre euh, la dépression, c'est aussi chimiquement un déséquilibre. Donc, passer par une phase médicamenteuse, c'est pas forcément. Moi, j'en avais une image horrible. Après, la difficulté, c'est que étant passé par la phase de cancer, voilà, peut-être que les traitements sont un peu plus à discuter. Mais moi, pour répondre à ta question, toutes les médecines parallèles que j'ai pu faire, je les ai faites jusqu'au plus loufoque. La psy, mais comme j'en avais jamais fait, ça a été une grande aide pour moi. Et effectivement, l'activité sportive. Et j'ai fait aussi beaucoup de webinaires, notamment il y a une association qui s'appelle Résilience, qui fait des webinaires gratuits pour les patients sur le cancer. J'avais notamment assisté à une conférence sur la fatigue chronique du cancer qui m'avait aussi déculpabilisée. Je me sentais coupable de beaucoup de choses. J'ai eu un petit cancer, je devrais redémarrer, pourquoi je le fais pas, gna, gna, gna. Et là, cette dame expliquait que quand vous êtes fatigué, vous faites une bonne nuit de sommeil et c'est reparti. La fatigue chronique du cancer, c'est pas la même. C'est vous avez beau faire des siestes, ça va pas repartir. Et que vous pouvez avoir une fatigue chronique du cancer sans même avoir eu une très grosse opération, sans raison. Ça peut être aussi au bout d'un moment où vous êtes très fatigué et c'est pas je vais faire une sieste et puis ça ira mieux. C'est plus global que ça. Donc en fait, tout ça, mis bout à bout, m'a aidé à sortir de cet état dépressif. Je ne saurais pas vous dire à quel point il était important ou pas, mais j'ai notamment ma psy qui m'a aidé à déverrouiller petit à petit cette peur de la mort qui était très forte, cette peur d'exprimer mes sentiments qui était très forte. Enfin, voilà, donc ce côté, je pleurais tout le temps. Je devenais hypersensible.
et d'accepter ça. Et elle me dit, bah, par exemple, quand est-ce que vous avez pleuré la dernière fois? Je dis, j'étais au spectacle de patin à glace de mon fils, à la patinoire, il y avait un monde incroyable. Et puis, comme je pense que toutes les mères de famille connaissent ça, le truc où vous allez voir votre enfant qui va patiner 2-3 minutes et vous vous tapez 1 heure et demie de spectacle avec les petits attendrissants, puis les grands qui ont les genoux qui tremblent et qui sont un peu moins attendrissants. Bref, donc j'avais emmené mon ordinateur et je travaillais. J'avais prévu pas mal de choses. Et je savais que mon fils passait pas tout de suite, donc j'étais en train de travailler. Et tout d'un coup, j'entends une musique qui s'appelle L'Andante con moto de Schubert, qui est une musique qui m'a toujours transpercé le cœur. Et là, j'entends cette musique commencer avec deux super patineurs là, qui faisaient et c'est surtout cette musique. Et là, je me suis mis à pleurer. Et je me suis dit, mais ça va pas du tout. T'es en pleine... Et je me rappelle d'une petite mominette qui était à côté de moi, qui me regardait comme ça, l'air de dire, mais pourquoi elle pleure la dame? Et donc là, j'ai mis mes lunettes de soleil. Vous voyez le ridicule du truc. J'étais avec mon ordinateur en plein milieu d'une patinoire avec mes lunettes de soleil et je pleurais. N'importe quoi. Et donc, je lui raconte ça. Mais elle me dit, et alors? Ça perturbe qui? Cette musique est belle, elle vous émeut, ça vous fait pleurer, c'est bah, ok, et alors? Ok, d'accord. Donc, voilà, j'ai travaillé avec elle plein de points. J'ai fait beaucoup d'activités parce que l'activité physique, vous savez, toutes génère, je crois que c'est la sérotonine qui fait que non seulement ça vous fait du bien au corps, mais ça vous fait du bien à la tête. Et petite brique par petite brique, j'ai réussi à m'en sortir, mais je vous dirais pas qu'il faut pas prendre de médicaments parce que j'ai vu très clairement les effets bénéfiques que ça peut avoir quand votre équilibre chimique intérieur n'est plus équilibré. Ouais. Ça peut être nécessaire et c'est pas dramatique, c'est pas grave et ça peut vous aider. Effectivement, juste intervention de pharmacienne, les antidépresseurs, c'est des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Parce qu'effectivement, il y a un déséquilibre chimique. C'est pour ça que tu peux sécréter de la sérotonine. L'activité physique, ça sécrète autant de la sérotonine que la dopamine. Au niveau de l'alimentation, des choses qui font du bien. Et effectivement, c'est souvent un déséquilibre chimique. Donc voilà, les antidépresseurs, quand on a besoin, c'est à chacun d'évaluer à quel moment c'est important, mais il ne faut pas voir non plus ça comme quelque chose d'hyper dramatique. Des fois, c'est indispensable pour un équilibre de vie. Moi, j'ai plusieurs clientes qui en ont eu besoin, et puis au bout de 6 mois, 1 an, elles arrêtent et elles reprennent leur équilibre. Mais des fois, c'est une béquille nécessaire dans certaines situations, dans des deuils, dans des dépressions sévères. Ça peut aider certaines personnes. C'est à faire chacun est différent, encore une fois. Ok, merci. Oui, pardon. Ah, ça y est, je te vois. Je t'avais perdu. Non, ce que je peux peut-être faire, c'est... Je peux mettre le lien de mon profil LinkedIn dans la conversation, si certaines... Où êtes-vous? Vous êtes là. Hop. Je vous ai mis le lien de mon profil LinkedIn parce que je fais des parutions de temps en temps sur les interventions que je fais, notamment sur le handicap et la maladie au travail en entreprise ou sur l'entrepreneuriat au féminin, si c'est des sujets qui vous intéressent, ou si vous avez une question en message privé. Enfin voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je repartagerai, de toute façon, là, sur le groupe où j'ai partagé, je repartagerai le replay, tes coordonnées, voilà, en disant que si les femmes ont des questions, parce qu'il y en a plein qui voulaient y assister, mais comme je t'ai dit, voilà, pas forcément disponible à cette heure-ci. Donc voilà, si elles ont des questions, d'autres choses, je leur donnerai ton LinkedIn, les coordonnées que tu me fourniras. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de finir? Ou est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Non, c'est tout bon. Ok. Eh bien, merci à vous d'être venu m'écouter. C'est un grand honneur que vous me faites. Merci à vous deux. Ravie. Et puis, merci beaucoup Sigrid d'avoir accepté cette interview. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, passionnant, inspirant. Donc voilà, c'est génial merci. de pouvoir partager ces expériences parce qu'on se retrouve dans différents profils. Et puis surtout, quand moi j'étais en plein dedans, j'aurais aimé qu'on me dise qu'il y a un moment, ça va s'arrêter, ce sera bien. Et que le bout du tunnel n'est pas si loin. Et que quand vous vous retournerez et que vous vous direz, ah ouais, quand même, j'ai
Quand on traverse ces périodes-là, c'est effectivement d'un côté, on n'a pas trop envie d'en parler parce qu'on ne veut pas non plus raconter ses malheurs à tout le monde, voilà. Et puis d'un autre côté, on prie pour avoir sur le chemin quelqu'un qui apparaît dans votre vie et qui vous dit, ben attends, mais moi je te comprends, j'ai eu ça, mais moi voilà, c'est normal, etc. Et là tu dis, ah, je suis pas toute seule. Donc, Et un jour, voilà. tu retrouveras l'équilibre. Ouais. Et En tout alors, cas, est-ce que c'est vrai, je voulais oui. demander juste Sigrid, moi j'ai tendance à dire, parce que c'est pareil d'avoir été à l'hôpital, j'ai vu pas mal de gens malades, j'ai eu beaucoup de gens dans l'entourage malade, mais pour moi, je dis souvent aux gens que, effectivement, il y a le bout du tunnel, mais que même si c'est dur sur le moment, ça va leur apporter énormément de choses derrière, quoi. Je sais pas, moi je trouve que tous les gens que j'ai vus avec la maladie, je trouve qu'à chaque fois, ça transforme aussi les personnes. Tu vois, ça apporte beaucoup de négatifs, certes, beaucoup de douleurs, beaucoup de choses, mais aussi, je trouve qu'il y a quand même du positif derrière, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Tu as fait tout ce que tu avais fait sans tout. Je suis d'accord avec toi, sauf que quand tu es en plein dedans, oui, qu'on te dise, tu ressortiras du négatif, tu vois, tu vois pas bien le négatif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, je dis juste que tu n'es pas en capacité, je pense, en tout cas moi, je n'aurais pas été en capacité de l'entendre. Ouais. Mais c'est vrai, c'est pareil. Assez fort pour tenir quand même. On sait qu'il y aura un jour sera meilleur. Par contre, on ne sait pas quand et on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit encore endurer pour arriver à ce moment qui sera meilleur. Ouais. C'est ça qui est sûr. Donc, faut garder cette force, le peu de force physique qui nous reste et puis la force mentale pour se dire oui, je vais y arriver. Moi, tous les jours, je me disais, mais non, mais ça va aller, ça va aller. Puis là, regarde autour de toi, là, tout va bien, t'as pas d'autres soucis. Enfin, voilà, ça va aller, ça va aller. Et c'était plus fort que moi. Il y avait quelque chose qui me poussait vers le bas. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais une fois que, maintenant que je suis sortie de cette expérience aussi, cette longue, finalement, ça prend quand même du temps, hein, quelques années. Je suis entièrement d'accord avec toi, Laurence. Ça m'a apporté plein de bonnes choses. Ça m'a fait changer, comme tu disais, Sigrid. On change, on s'adapte, on voit les choses différemment. Donc, il y a plein de côtés positifs. Mais c'est vrai que quand on est dedans, c'est dans la machine à laver. Là, c'est ouf, il faut tenir. Il faut vraiment tenir. C'est pour ça qu'il y a plein de… Moi, j'ai été très étonnée de voir que ce soit Résilience, mais comme d'autres, plein d'associations, de gens qui font des contenus ou des rencontres. Et c'est vraiment c'est salutaire pour justement se donner du courage. Ouais. Et j'ai vraiment envie aussi maintenant de partager aussi. Je veux dire, moi, j'ai plus honte. Enfin, au début, je voulais pas en parler parce que on n'a pas envie de raconter ses malheurs aux gens, voilà. Mais maintenant que c'est fait, par contre, moi, je suis vraiment très ouverte par rapport à ça. J'en parle. Quand on me pose des questions, je réponds et voilà. Après, je peux parler de ce sujet. Je vais pas je pense que tu peux en parler aussi sur tous les toits, voilà. Mais en tout cas, quand il y a des occasions, je trouve que c'est important de partager. Tu vois, là, j'adore. Je suis super contente d'avoir eu la possibilité, grâce à Laurence, d'écouter ton témoignage. Et en plus là, maintenant que tu as raconté ce qui t'est arrivé, il y a tellement de choses, je me suis retrouvée. On a des parcours un peu différents, même des personnalités différentes, mais je me suis retrouvée à plein de moments dans ton histoire, quoi. Donc, et après, aujourd'hui, tu peux en parler parce que on ne te résume pas à ça. Quand tu es en plein dedans, ta vie, elle se résume à ça et tu as l'impression que si tu en parles encore, on va encore te résumer à ça. Et qu'il faut un moment de décalage pour en être sorti. Enfin, en tout cas, moi, ça a été nécessaire. On n'en parlait pas du tout. Il a fallu un moment où d'abord, je ne prononçais pas le mot. Il faut l'avoir accepté soi-même avant de pouvoir en parler aussi. Et puis, déjà être résumé à ça. Moi, je ne suis pas que ça. Je fais plein d'autres trucs. Ça ne me définit pas. Le bout du tunnel, il est compliqué aussi quelquefois à entendre parce qu'on te parle tout de suite de la récidive dans le cadre du cancer du sein. Ouais. Et ça, pour moi aujourd'hui, c'est, je vais dire, ce qui est le plus compliqué à gérer. Tu n'as pas envie qu'on te parle de ça maintenant, quoi. Oui. Je vois le bout du tunnel et en même temps l'oncologue me
me tempère en me disant attention, il y a un gros risque de récidive. Oui, Donc, bah alors moi, je joue un peu entre les deux. la façon dont j'ai résolu ça, si je peux dire, et encore une fois, on n'a pas le même parcours. Enfin, moi, c'était un bébé cancer, je vous rappelle, hein. Donc, je pense que le sujet est beaucoup moins vif peut-être chez moi, mais j'ai rencontré je sais plus qui m'avait dit, mais t'inquiète pas, tu vas être surveillée comme jamais. Et à la limite, toi, tu vas être surveillée avec des mammographies, avec des examens très régulièrement. Donc, tu as de meilleures chances de vivre longtemps parce que tu seras très surveillée. Alors que une femme lambda, si elle fait pas ses contrôles régulièrement, bah, elle peut être diagnostiquée à un stade plus avancé. Moi, ça m'a aidé. Voilà, je me suis dit, bon, ok, parce que j'avais fait un post d'ailleurs dessus où je disais, en fait, tous les 6 mois, j'ai l'impression de passer mon bac. Parce que tous les 6 mois, je vais passer des examens et tous les 6 mois, je me dis, est-ce que j'ai bien travaillé ou est-ce que c'est pas bon, quoi. Donc, Moi, j'ai tellement peur de reperdre mes cheveux oui, je comprends. que du coup, c'est compliqué plus dans ce sens-là, en fait. Mais Et je me si dis, je jamais, veux pas atteindre le bout du tunnel et de réavoir une mauvaise nouvelle et de reperdre mes cheveux, là, ce serait oui, mais compliqué. je sais pas si je devrais dire ça, Delphine, mais au pire, si jamais tu fais une récidive et qu'ils retrouvent une cellule cancéreuse, ils le trouveront très vite parce que tu vas être très surveillée. C'est vrai aussi. Donc, ça veut dire que moi, la tumeur, elle faisait moins de 2 cm, opération, radio, terminado. Moi, ça, voilà, c'est ma manière à moi de me raccrocher en me disant, Et bon, si jamais ça remerde, ça ira vite. Et je connais l'histoire, je sais que ce sera pas, ce sera moins traumatisant du fait. Prévention, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc nous, du coup, maintenant on est suivi, donc on a cette prévention et que voilà, si ça revient, ce sera traité dès le début et ce sera beaucoup plus léger que voilà si on avait attendu. Et ça ne veut pas aussi. dire que ça reviendra quand même. voilà. Voilà, tout l'équilibre à trouver avec ça. Parce que juste pour savoir, parce que comment ça avait été détecté? C'était une mammo? Parce que je sais que Delphine, ça a été quelque part, entre guillemets, une chance dans le sens où tu n'avais pas programmé une mammo, c'est ça? Non, moi j'avais un kyste très douloureux sous le sein. Et mon médecin m'a demandé mon âge. Je dis je vais avoir 42 ans. Il m'a dit bon bah on va faire un contrôle. Et finalement lors du contrôle, le kyste était complètement bénin, mais j'avais une tumeur cancéreuse sur ce sein qui me faisait mal. Donc j'ai eu la chance d'avoir un signal d'alerte, on va dire, pour aller consulter, parce que sinon je n'aurais peut-être jamais consulté. Et j'aurais attendu mes 50 ans et la mammo obligatoire et ça aurait été certainement trop tard. Ben moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, un matin, j'étais en train de me laver et sur le côté du sein gauche, je sens un renflement, un kyste ou quelque chose. Donc là, au secours, hein, toutes les femmes qui sentent un renflement sur leur sein, elles se disent la même chose. Donc je sors de la douche à peine essuyée, j'envoie un mail à mon médecin traitant en lui disant au secours, il m'a envoyé une ordonnance pour aller faire une mammo, mais dans la demi-heure, et j'ai trouvé un rendez-vous dans la demi-heure qui suit. Heureusement, je suis à Paris, donc j'ai trouvé assez facilement. Et en fait, le médecin a dit, je vais faire d'autres examens parce qu'il y a un truc bizarre sur votre sein droit. Je dis, non, non, vous vous trompez, c'est le sein gauche où j'ai un kyste. Oh, il me dit, ben non, ça c'est, comment il m'a dit? Truc très classe. Il m'a dit, non, ça c'est de la glande mammaire calcifiée à un certain âge, ça arrive. Paf, merci d'être venu. Et en fait, de quoi? La tumeur qu'ils ont trouvée, elle était à droite. Donc, de la même manière, le fait d'avoir eu cette alerte, qui n'en était pas une, a permis de découvrir très précocement la deuxième. Parce que tu as quel âge, toi, L'importance de Sigrid? s'écouter. Oula! Ouais. Non, je dis, t'avais quel âge? Parce que Delphine, du coup, toi, 42, donc c'est des âges où on ne fait pas de mammo, normalement, qu'en France, maintenant, sauf si tu as des antécédents médicaux, c'est 45 avec des antécédents, 50 ans. Donc, je voulais savoir, toi, à quel âge, si tu te souviens, ça a été détecté quand tu as fait ta mammo? Moi, c'était 49, mais sachant que j'avais des antécédents, j'avais fait une mammo 6 mois plus en juin, et en juin, il n'y avait rien. Ok, donc 6 mois avant, ok. C'était vraiment. Et si j'avais attendu les 2 ans suivants, je pense que la musique n'aurait pas été la même. Et toi, Nathalie, du coup? Moi, c'est pareil, j'avais des nodules, en fait. J'avais déjà fait des mammos parce que j'avais 50 ans, donc je crois que c'était ma
peut-être deuxième mammo, je ne sais même plus maintenant, mais j'en avais déjà fait avant, puis voilà, j'avais des nodules, rien de bien grave. Et en fait, c'est à Hong Kong, c'est ma gynécologue qui m'a dit oh, je vais vous prescrire quand même une. Normalement, c'est tous les 2 ans. Et celle que j'avais fait 1 an avant, j'avais rien. Et là, elle me dit, oh, je vais quand même vous prescrire une mammographie. On va voir si tout évolue bien. Et là, la mammographie, eh ben, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas, puisque j'en ai fait une. Après, ils m'ont demandé de revenir en refaire une. Enfin, j'ai refait des clichés dans le même jour dans le cabinet. Et puis après, j'ai eu droit à une biopsie. Voilà, ils avaient repéré, pareil, une tumeur qui faisait un petit peu plus de 2 cm. Je crois que la mienne elle faisait 2,5, mais elle était quand même encore petite aussi. Même si elle était agressive, c'était une tumeur agressive qui s'était développée très vite. Parce que 1 an avant, j'avais rien, quoi. Et c'est là que j'ai réagi. Je me dis, ben pareil comme toi, Sigrid ou même Delphine, je dis, mais si j'avais pas eu, là dans mon cas, c'était si ma gynécologue n'avait pas eu cette présence d'esprit parce que moi j'avais mal nulle part, moi j'ai rien senti sur mes seins, rien du tout. Ça se sentait pas, quoi. Donc c'est vraiment un coup de bol. Donc ça a été aussi pris assez tôt. Donc voilà. Et ça on décide pas. C'est la vie qui fait que voilà, on peut ressentir quelque chose et ça c'est anodin et finalement on détecte sur un autre sein, ou comme moi j'avais vraiment rien du tout. J'avais juste des nodules, quoi. Depuis tout le temps, j'ai toujours eu pas mal de nodules, donc c'était plus une surveillance. Puis peut-être qu'à Hong Kong, ils sont un petit peu plus, comment dire, méfiants. Je sais pas, ça dépend aussi de la personne. Elle aurait pu me dire, ben non, 2 ans, c'est largement assez. Il y a le temps. Comment Ça Hong montre Kong, aussi que on ça paye montre tous nos aussi. donc je pense que voilà, c'est dit, on va en prescrire une nouvelle. Donc voilà, non, ça a été. Ça montre aussi que la prévention est hyper importante. C'est-à-dire Ah oui, que c'est dit, faut y aller. Moi, combien de fois j'ai des copines qui me disent, oh non, mais là, déjà, soit elles n'en parlent pas, puis quand on commence à en parler, je lui dis, mais comment t'as pas fait de mammo? Oh non, 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 je retarde, là, ça fait 2 ans, 3 ans que j'aurais déjà dû en faire une, mais j'arrive pas à y aller. Et là, c'est là que je leur explique, j'ai dit, mais c'est la plus grosse erreur, parce que de toute façon, tu ne contrôles rien. Donc là, si tu es censé avoir un cancer, il vaut mieux y aller, le savoir le plus tôt possible et que ce soit réglé de manière légère, sans même perdre ses cheveux, sans des fois chimiothérapie, voilà. Plus c'est pris tôt, plus c'est facile. Alors que là, d'attendre, en fait, de toute façon, on rumine pendant toute cette période parce qu'on sait que c'est pas bien de ne pas faire de mammo. Donc, on se fait déjà du souci avant. Puis en plus, si cancer il y a, c'est certainement plus avancé, quoi. Donc, non, non, il faut vraiment. Bon, c'est pas un examen très agréable, mais il est vraiment très utile. En Thaïlande, ils font tous les ans à partir de 40 ans. Donc, ça dépend vraiment des pays. Alors que je sais qu'en France, c'est controversé. Ils disent que ça peut déclencher. Alors qu'en Thaïlande, ils disent les rayons, c'est pas bon non plus. Donc, voilà. on ne dit pas non plus sans arrêt faire des rayons. C'est ça. Mais voilà. Alors, je me permets, pardon, je me permets de prendre la parole. D'abord, je voudrais remercier Sigrid pour son témoignage et tout ce qu'elle nous a apporté. Alors moi, je n'ai pas eu de cancer du sein. Par contre, j'en ai vu énormément parce que j'ai été manip radio pendant plus de 30 ans. Donc, j'ai fait une fois, je me suis amusée à compter, j'ai fait des milliers de mammographies, en fait. Parce que ça m'arrivait d'en faire. Alors, c'est pour ça que je me permets d'intervenir là, parce que de seul coup, le sujet m'appelle. Ouais, je faisais 25 mammographies par demi-journée, en sachant qu'on en faisait tous les jours. Voilà. Donc, je rebondis sur le fait, parce que j'ai entendu, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il faut attendre 50 ans. Non, il ne faut pas attendre 50 ans. En principe, les mammographies, ça se fait à partir de 40 ans. 50 ans, c'est la campagne de dépistage qui a été mise entre 50 ans et 75 ans.
c'est comme les personnes me disaient, qui arrivaient, qui avaient 74 ans, qui me disaient, ouais, cette année, c'est ma dernière maman. Non, absolument pas. C'est pas la dernière maman, parce qu'il y a des cancers du sein que j'ai vus, moi, à partir de 80 ans. Après, il y a des conduites qui sont complètement différentes, puisque les cancers évoluent différemment, c'est des cellules cancéreuses qui sont différentes, puisqu'à savoir que chaque cancer est différent, et il y a différents cancers avec... bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais qui sont un peu plus agressifs que d'autres, qui vont évoluer plus rapidement, suivant l'âge, suivant les cellules que c'est. Et donc, on les commence en principe à 40 ans. Pourquoi on ne les fait pas tous les ans et qu'on n'en fait pas plus souvent? Parce que le bénéfice-risque a été calculé dans le sens où c'est du rayon X. Et enfin, en tant que manip, on est très, très attentive déjà à ça. On est suivi là-dessus dans le sens où c'est de la radioprotection. On fait régulièrement des formations là-dessus pour voir ce que, le rayonnement peut apporter. En fait, c'est étudié comme ça. Est-ce qu'on prend le risque d'irradier au rayon X les personnes en sachant que c'est l'effet cumulé qui peut faire que ça va faire évoluer. Ça peut évoluer, hein, ça peut amener un cancer, hein, des malformations, enfin, ça peut faire plein de choses au niveau de l'organisme. Donc, à savoir que quand on est dans le métier, on a tout le temps en tête ça derrière, la radioprotection vis-à-vis du patient. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui arrivaient, qui voulaient faire des radios, parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui arrivent comme ça, sans ordonnance, c'est rien, parce qu'ils veulent faire des clichés. Et ça ne se fait pas comme ça. Il y a toujours ce calcul de voir est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de risques à prendre, quoi. Donc c'est voilà, juste pour dire que la mammo, elle a été mise en place comme ça tous les 2 ans, et que si entre cette période-là, il y a quelque chose, je ne sais plus qui c'était qui disait non, Laurence ou Aurore, je ne sais plus, non, peut-être pas Laurent, enfin je ne sais plus, qui disait qu'on la retrouve, voilà, si elle avait attendu 2 ans pour la prochaine mammographie, comment ça aurait été? Mais je pense que ça aurait été découvert avant. Il y aurait eu des signes avant les 2 ans. Voilà, merci pour ces précisions. Ouais, quand on fait une mammographie, c'est sûr que le jour, à l'instant T, il n'y a rien. Mais 3 mois après, il peut y avoir quelque chose qui se développe. Voilà. Ouais. Et ça, il faut l'avoir en tête, quoi. Je veux dire, parce que des fois, les personnes nous disaient, mais pourtant, il y a 2 ans, je suis venue, j'avais rien. Oui, mais ok. Il y a 2 ans, vous êtes venue, mais entre-temps, ça peut se développer, même 3 mois après, tout ça. Mais on ne va pas attendre 2 ans. Il va y avoir des signes pour qu'on soit pris en charge avant. Alors, ce qui est intéressant de faire c'est l'autopalpation. Et une échographie, sinon une échographie. Alors, l'échographie peut être faite entre. Elle peut être faite entre, mais c'est pareil. L'écho, on ne voit pas tout. Oui, bien sûr, tu ne vois pas les classifications. C'est un complément de la mammo. Après, on faisait les échos. Alors oui, chez les personnes jeunes, où il y a de la glande mammaire qui est plus importante. C'est pour ça qu'on ne fait pas les mammos avant 40 ans, en fait. Parce que chez des jeunes, la glande mammaire, elle est très développée, elle est très active. Donc, les seins sont denses. Bon, ça, c'est des termes techniques, mais les seins sont denses. Et en radio, la pénétration est moins importante. Donc, ça va faire des clichés qui vont être, pour le faire plus simple, qui vont être clairs, en fait. Et l'échographie permet justement d'aller voir derrière cette, si on peut imaginer, je vais appeler ça, mais c'est métaphorique, hein, comme de la brume. L'écho va permettre d'aller voir derrière cette brume ce qu'il y a. Mais à savoir que tous les petits signes qui peuvent apparaître, par exemple, les microcalcifications ne vont pas être visibles sur une échographie. Alors que les microcalcifications, suivant leur forme, suivant leur situation,
On sait qu'il y en a qui sont bénignes, hein. Il y a des femmes qui ont des seins avec des calcifications partout. Ça fait comme un ciel étoilé même, mais celles-là, elles sont complètement bénignes. Par contre, il y en a certaines, quand elles sont regroupées, quand elles ont une certaine forme, tout ça, on sait qu'elles sont, voilà, qu'elles sont malignes, quoi, en fait. Et ça se voit pas l'écho. C'est pour ça que il y en a qui disent oui, mais pourquoi on ne fait pas une écho? Ben non, parce que c'est pas suffisant. Il faut les deux. Merci Béatrice pour ces... Effectivement, l'écho est plus approprié pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur du sein. Par contre, juste au niveau de ce que tu disais, 40 ans, parce que je regarde parce que j'ai mon père et mon frère qui sont médecins généralistes et je regardais les recommandations des autres études de la santé. Et c'est vrai qu'en France, moi, j'ai toujours vu que c'était 40 ou 45 ans si tu as des antécédents médicaux, mais c'est vrai que souvent, les gynécos, j'ai rarement vu recommander 40 ans. Avant, ils disaient 40 ans, après, ils ont changé, et justement, avec cette histoire de justement, dose voilà, radio. Bon, donc, je ne sais pas. Ça dépend des gynécos, j'ai envie de te dire. C'est surtout les gynécos qui prescrivent. Oui, des fois, c'est les gynécos, bien sûr. Ouais, c'est surtout les gynécos qui prescrivent. Et il y en a beaucoup qui prescrivent à partir de la quarantaine. Parce qu'il y a déjà, il commence à y avoir une modification hormonale. Bon, voilà. Et après, bon, il y a toutes les personnes qui ont des antécédents. Ça, c'est autre chose. Bien sûr. Et puis merci Béatrice pour cette précision. Moi, je suis désolée, mais à 13h30, j'ai un autre engagement. Je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup. Ça a pris beaucoup plus de temps. Merci pour ton temps, Sigrid. Merci pour tout, d'avoir participé. Et, je mettrai tes liens, je remettrai le replay et je te l'enverrai aussi. Comme ça, on pourra le partager à d'autres personnes. Merci. Bonne journée à toutes. Et à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.